Aujourd'hui, on va décortiquer un événement qui a vraiment secoué les fondations de la finance mondiale. Une crise qui n'a pas seulement redessiné la carte géopolitique, non, elle a carrément réécrit les règles du jeu économique. Alors, tout commence à cette date précise. On a là une offensive militaire. Mais attention, ce n'est pas juste une escalade régionale. C'est en fait le déclencheur d'un test de résistance extrême pour tout le système économique mondial. Quelque chose d'une ampleur qu'on n'avait franchement jamais vue auparavant. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant. Normalement, selon tous les manuels de finance, une crise de cette ampleur aurait dû provoquer une chose, une ruée massive vers l'actif le plus sûr au monde, la dette américaine. Mais là, contre toute attente, c'est l'exact inverse qui s'est produit. Alors pourquoi? C'est cette anomalie, ce paradoxe qu'on va essayer de comprendre ensemble. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. On va voir comment cette crise a littéralement fait voler en éclats toutes les certitudes financières. Le principe de base, il est assez simple. Quand le monde part en vrille, que tout devient incertain, les investisseurs cherchent un refuge, un endroit sûr où mettre leur argent. C'est un peu comme chercher un abri en pleine tempête. Et cet abri, traditionnellement en finance, ça a toujours été la dette américaine. C'était un réflexe, presque un automatisme du marché. Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'on voit littéralement le mécanisme se gripper sous nos yeux. Regardez bien. Au tout début, le marché réagit exactement comme prévu. Le rendement baisse, ce qui veut dire que les investisseurs achètent des obligations américaines en masse. La fuite vers la qualité, le grand classique. Mais alors, quelques jours à peine plus tard, c'est le retournement de situation complet, brutal. Le rendement se met à grimper en flèche. C'est comme si le moteur de la finance mondiale avait toussé une fois avant de caler net. Les investisseurs ne se réfugient plus dans la dette américaine. Non, ils la fuient. C'est ça l'anomalie. Alors pourquoi ce retournement spectaculaire? En fait, il y a deux forces, deux phénomènes très puissants qui sont entrés en collision et qui ont fait voler en éclats le modèle traditionnel. D'un côté, une peur panique de l'inflation et de l'autre, le poids absolument écrasant de la dette. Voilà, ce chiffre, c'est la clé de voûte de toute l'histoire, 20%. 1/5 de tout le pétrole mondial passe par là, par le détroit d'Ormuz. Et avec la guerre, ce passage stratégique, vital, est de fait bloqué. Pour donner une idée, c'est un peu comme si on fermait du jour au lendemain 20% des artères principales d'une ville. L'échelle du problème pour l'économie mondiale est juste colossale. Et bien sûr, l'impact a été immédiat. On ne parle plus là d'une simple fluctuation des prix, non, c'est un véritable séisme énergétique, une onde de choc qui se propage à travers toute l'économie mondiale et qui surtout réveille le pire cauchemar des banquiers centraux, la peur d'une inflation totalement incontrôlable. Et on arrive au point de bascule. Pour la première fois peut-être dans l'histoire moderne, la peur de l'inflation, la peur de voir son argent perdre de sa valeur, est devenue plus forte que le besoin de sécurité. Les investisseurs ont fait un calcul très simple. Si l'inflation explose, la valeur réelle de leurs obligations va fondre comme nage au soleil. Et d'un coup, l'actif le plus sûr du monde, eh bien, il ne l'était plus tant que ça. Ce qui nous amène tout droit au deuxième problème, un problème beaucoup plus profond, plus structurel. Ce chiffre, 38 000 milliards de dollars, c'est la dette nationale américaine, une somme tellement astronomique qu'elle en devient abstraite. Et il faut bien comprendre que, même avant le début du conflit, les États-Unis étaient déjà assis sur cette montagne de dette. Et bien sûr, avec la guerre, les marchés ont tout de suite compris une chose, le gouvernement américain allait devoir emprunter encore plus. Beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Pour faire simple, l'État se transforme en un gigantesque aspirateur à capitaux. Il aspire tout l'argent disponible pour financer l'effort de guerre, ne laissant que des miettes pour le reste de l'économie. Et cette analyse de Cathy Jones, elle résume parfaitement l'état d'esprit du marché à ce moment-là. Tout le monde s'attendait à un véritable déluge de nouvelles obligations sur le marché. Et la logique est implacable. Pourquoi acheter aujourd'hui quelque chose dont on sait qu'il y aura une offre pléthorique demain, et qui donc vaudra probablement moins cher? C'est cette anticipation qui a déclenché la vague de vente. Toute cette situation a mis la Réserve fédérale américaine, la fameuse Fed, dans une position absolument impossible. Un vrai casse-tête, un cauchemar pour un banquier central. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. D'un côté, les obligations américaines sont massivement vendues, leur valeur chute, et de l'autre, que fait le dollar américain? Il s'envole! Alors comment c'est possible? Tout simplement parce que si la situation paraissait mauvaise aux États-Unis, elle était jugée encore pire en Europe et en Asie. Le dollar n'a pas grimpé parce qu'il était fort, mais parce que les autres étaient encore plus faibles. C'est le royaume des aveugles ou le bornier roi. Et ce chiffre le confirme. L'indice du dollar a bondi, atteignant un pic. Mais attention, c'est le symptôme d'une force que l'on pourrait qualifier de malsaine. Elle n'est pas bâtie sur une économie américaine florissante, mais sur la détresse des autres grandes économies. Et cette divergence, cette situation inédite avec des obligations qui chutent et un dollar qui monte, ça a créé les scénarios que tous les économistes redoutent plus que tout, la stagflation. La stagflation, qu'est-ce que c'est? C'est très simple.
C'est quand l'économie ne croît plus, elle stagne, mais en même temps l'inflation est très élevée. C'est littéralement le pire des deux mondes. Il faut se souvenir qu'avant la guerre, le plan de la Fed était clair. On s'attendait à des baisses de taux. Mais comme le souligne très bien Janet Yellen ici, ce plan a été complètement pulvérisé par les événements. On a tout simplement jeté la feuille de route à la poubelle. Et voilà le piège illustré parfaitement. Option 1, la Fed baisse ses taux pour tenter de sauver l'économie. Le risque, l'inflation devient complètement incontrôlable. Option 2, la Fed maintient ou augmente ses taux pour juguler l'inflation. Le risque, elle tue la croissance économique. Il n'y a pas de bonne solution. Pour un banquier central, c'est le choix entre la peste et le choléra. Au final, il faut bien comprendre que cette crise n'est pas un simple accident de parcours. C'est un événement qui a mis en lumière de nouvelles failles, de nouvelles vulnérabilités dans le système et qui a, de manière durable, changé les règles du jeu financier. Ce tableau, il résume de façon spectaculaire le choc. Regardez, l'inflation, on l'attendait en baisse, elle est repartie en flèche. Les taux de la Fed, on prévoyait des baisses, on se retrouve avec un statu quo, voire des hausses. Sur tous les indicateurs clés, la réalité d'après-guerre est l'exact opposé de ce qui était anticipé. C'est un cas d'école de la difficulté d'anticiper les chocs géopolitiques. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord qu'un simple détroit peut désormais dicter la politique de la Fed. Ensuite, que le statut de valeur refuge ultime des obligations américaines n'est plus un dogme. Et enfin, que la taille de la dette américaine n'est plus seulement un problème américain. C'est devenu un facteur de risque majeur pour l'économie mondiale tout entière. Et tout cela nous amène à une question de fond, une question essentielle pour l'avenir. Dans cette nouvelle réalité économique, est-ce que la plus grande menace pour la puissance américaine, ce n'est plus un ennemi extérieur, mais son propre bilan financier, son propre endettement? C'est une question qui nous force à reconsidérer ce que signifie vraiment la puissance au XXIe siècle.